qu'il y ait une ethnie qui est israélienne, les autres ne le sont pas. Merci. Comment il s'appelle? Cheikh Oumar Ba. Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de notre invité Almami Kaloko et de notre éditorialiste Djemal Taleb. Place tout de suite à notre grand angle économique. Le Mali lorgne les investisseurs étrangers. Le Forum Invest in Mali s'est ouvert ce jeudi 7 décembre 2017 à Bamako et a pour objectif d'attirer davantage d'investissements directs étrangers. Plus de 250 deals concrets sont attendus à l'issue de ce rendez-vous. Voyez ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Longtemps considéré comme pays à risque, le Mali veut inciter les investisseurs à miser sur ses potentialités économiques. C'est l'objectif du Forum international des investissements au Mali, Invest in Mali. Ce sont 400 participants opérateurs économiques, investisseurs et porteurs de projets de 26 nationalités qui se rencontrent à Bamako du 7 au 8 décembre. À travers différentes conférences et panels, cet événement fédère les acteurs locaux, régionaux, panafricains et internationaux, désireux d'être des acteurs privilégiés d'une économie malienne en plein renouveau. Mais ce que je retiens d'abord, c'est que les investisseurs du Mali et du reste du monde ont fait confiance au Mali en venant massivement assister à cette première édition du Forum Invest in Mali. Plus de 180 investisseurs étrangers venus de 28 pays et plus de 400 investisseurs maliens étaient sur place tout à l'heure. L'environnement économique du Mali, défis, opportunités, le Mali, hub agricole d'Afrique de l'Ouest, sécurité juridique des investisseurs au Mali sont entre autres les thèmes qui sont au centre des discussions. Des rencontres B2B entre porteurs de projets et investisseurs venus de plusieurs pays sont aussi prévues. Je dois souligner que ma structure NABC travaille sur un programme de renforcement du développement du secteur privé depuis près de 4 ans avec le Mali. Aujourd'hui, notre stratégie de B2B à notre niveau, c'est vraiment faire des levées de fonds pour la croissance, parce qu'on a déjà fait des premières levées de fonds pour mettre en place l'unité de production, commencer notre activité. En termes de B2B, c'est vraiment faire face à la croissance, renforcer nos unités de production et répondre aussi à des besoins de formation pour le capital humain. La crise qu'a connue le Mali en 2012 a écorné l'image du pays en le rendant infréquentable. Les autorités maliennes tentent aujourd'hui de relever ces défis, celui d'attirer les investisseurs sur les rives du fleuve Niger. Alors, Monsieur Kaloko, le président Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie d'ouverture ce jeudi, a déclaré que investir au Mali est une question d'intelligence économique. Est-ce aussi évident dans un contexte d'insécurité ? C'est très difficile parce que le Mali vient de loin, avec une crise politique, avec le coup d'État que le pays a connu. C'est vrai que le premier facteur de l'investissement dans un pays, c'est la stabilité. Et le pays sort de plusieurs années d'instabilité politique. Aujourd'hui, il est important que le pays se tourne parce que le Mali, il faut savoir que c'est un pays qui n'a pas de port. Il faut trouver des économies alternatives, notamment l'élevage, l'agriculture. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que le pays se penche, que surtout, notamment pour ce forum-là, organise ce forum pour faire venir des entreprises et des personnes qui ont des initiatives salutaires pour investir dans le pays et surtout pour faire relancer l'économie du pays. Alors, Djemal, on sait que l'indice de référence pour les investisseurs, c'est le classement dans le rapport Doing Business. Or, le Mali a perdu 2 places dans le classement en 2018 en passant de la 141e à la 143e place. Ce n'est pas forcément encourageant pour les investisseurs. Je ne suis pas un grand admirateur du Doing Business, ça vous l'aurez un peu remarqué. Et donc on peut être mal placé et être plutôt dynamique, mais on peut être bien placé et la réalité n'est pas celle-là. Il prend beaucoup de paramètres qui sont parfois objectifs, mais pas toujours. Où se situe le Mali alors? Alors, le Mali, lui, est dans une situation différente. Je suis un investisseur et je vais aller investir mon argent dans un pays du continent africain. Je vais chercher celui qui a une économie la plus dynamique, où les opportunités sont les plus importantes, où la jeunesse est plutôt bien formée, la classe moyenne existe, le cadre juridique est sécurisant, le cadre juridique des investissements est attractif.
et j'ai une stabilité monétaire qui me permet, le moment venu, de rapatrier mes bénéfices. Et puis, in fine, je vais regarder si la sécurisation générale est possible, la sécurité personnelle est aussi possible. Et je regarde le Mali d'abord en fonction de ça. Et il n'y a aucun doute que sur ces points-là que je viens de citer, le Mali a fait un bond spectaculaire. On ne peut pas dire le contraire. La sécurité n'y est pas encore. Et donc il est clair que le nord du Mali vit encore une situation de sécurité plutôt aléatoire. Les bandes armées sont encore là, l'État ne tend pas encore son autorité là où il faut. Le cadre juridique est encore discutable. Et donc il y a beaucoup de choses à faire. La justice n'est pas encore rendue dans les conditions qu'on souhaite. Le cadre juridique de protection des investissements a encore du boulot à faire. Et donc le Mali, je vais commencer à me dire, ces deux points-là me posent souci. Mais ce n'est pas les seuls. C'est un pays de 20 millions d'habitants, c'est une population jeune, c'est un pays qui offre des opportunités réelles, c'est une population jeune et dynamique, et donc il n'y a pas de raison a priori que je n'aille pas investir mon argent au Mali. La difficulté pour moi sera quel est le rapport que je vais avoir entre les opportunités que je vais avoir et le TRI, donc le taux de retour sur l'investissement. Et ça, c'est le Mali, il y a encore des efforts à faire. Les efforts à faire, pourquoi? Parce que c'est la difficulté que nous avons sur tout le continent. Si vous voulez investir dans nos pays, et le Mali, le pauvre Mali, on peut le citer, c'est valable pour tous les autres, vous investissez difficilement dans un pays où il y a 4 heures de coupure d'électricité par jour. Il y a des routes qui ne fonctionnent pas. Il y a une connexion Internet qui est très faible. Il y a des lignes aériennes qui n'existent pas. Le commerce avec les pays voisins ne se fait pas. Le marché lui-même existe, mais enfin, la population n'est pas si riche que ça et j'ai de vrais soucis. Donc, ces difficultés-là que le Mali a, ils l'ont avec tous les autres. Pardon. On peut faire un forum, on peut faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, ce n'est pas le problème. Le premier forum à faire, c'est les Africains entre eux. C'est que le jour où les échanges commerciaux entre le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie seront à un niveau très important, les Maliens, les Sénégalais, les Nigériens vont s'enrichir. Et à ce moment-là, et les Burkinabés s'enrichir, à ce moment-là, les échanges entre eux vont être très importants. Et le marché lui-même sera tellement grand et tellement attractif que ceux-là pour lesquels nous faisons un forum aujourd'hui vont venir. Donc la difficulté que nous avons, elle est d'abord là. Et puis à côté de ça, nous allons comprendre que si nous voulons avoir une société, une population qui consomme, il faut qu'elle produise. Pour qu'elle produise et qu'elle consomme, elle doit être éduquée. Pour qu'elle soit éduquée, il faut que nous ayons un système éducatif qui fonctionne. Un des grands économistes du continent africain qui s'appelle Tijani Cham, chaque fois qu'on lui pose la question, si vous voulez que le continent africain s'en sorte, il répond 3 choses. L'école, l'école, l'école. Il a tout compris. C'est vrai que la question économique, la question des investissements pose aussi la question des infrastructures. Et puis c'est valable au Mali, c'est valable au Sénégal comme dans les autres pays. L'Afrique a besoin de routes, d'électricité. On ne peut pas mettre des unités industrielles dans un pays où il n'y a pas de courant électrique. Et aujourd'hui, par exemple, quand on prend le cas de certains pays, il y a du potentiel au niveau de l'hydroénergie, mais ce n'est pas mis en œuvre. Il faut des projets transfrontaliers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges. Il y a des échanges entre les pays, mais de façon informelle. Très faible. Oui, mais c'est 2%. Si. Moi, je connais beaucoup de commerçants au niveau de la CEDEAO. Vous connaissez les 2%? Non, mais je ne connais pas 2%, mais peut-être que... Non, les 2% qu'il y a. Je vous dis que c'est de façon informelle. Peut-être que les statistiques ne le disent pas. Mais si on met des trains entre la Guinée et le Mali, d'ailleurs, il y a tous les objets, les affaires qui viennent pour le Mali, ils viennent au port, souvent ou au port guinéen ou au port, dans un autre port. Parce qu'ils n'ont pas de port, c'est un pays qui est enclavé de ce point de vue-là. Donc, on a besoin d'infrastructures aujourd'hui. L'éducation, c'est vrai. L'éducation, j'ai vu dans le sujet qui m'avait été envoyé, on parle d'éducation notamment au Rwanda. C'est important qu'on mette un accent dans un monde qui se globalise sur l'éducation pour que les gens qui sortent dans les écoles soient beaucoup plus compétitifs. Donc il a raison sur ce plan, je le rejoins, le premier forum, c'est d'abord donner des garanties au niveau de la justice, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation et surtout au niveau au sein même du pays, avant d'aller chez les voisins, de mettre les routes, de mettre des autoroutes. Au-delà des garanties, justement, peut-être qu'il faut aussi mettre en place des mesures incitatives
Parce que le but, finalement, c'est de drainer des capitaux étrangers. Effectivement. Et ça, oui, allez-y. Non, on a, ce que vous dites est absolument vrai. On a des problèmes sur le continent africain, mais enfin, on est 54 pays, les problèmes ne sont pas les mêmes. Quand vous appelez l'Éthiopie, vous avez généralement une main-d'œuvre qui fonctionne bien, des usines qui tournent bien, les Chinois viennent, y compris eux, travailler chez vous, et le capital, vous n'avez pas trop de difficultés à l'attirer. Vous n'avez pourtant pas un grand pays démocratique, vous n'avez pas une justice qui fonctionne tellement bien, et vous n'avez pas un cadre d'investissement, c'est plutôt très colbertiste et parfois même assez bolchevique. Et pourtant, ça marche très bien. Mais quand vous êtes une petite économie comme le Mali, mais je peux le dire, je suis mauritanien, ce n'est pas de la difficulté, ou la Guinée, ou un autre pays comme ceux qui ont une taille plutôt raisonnable, vous avez donc des besoins beaucoup plus importants. Enfin, soit vous vous dites, moi je vais appeler quelqu'un de l'extérieur pour financer mes infrastructures parce que je ne suis pas capable de le faire. Soit il fait un BOT parce que moi, ma capacité d'endettement est devenue très lourde et je ne peux plus le faire. Et à ce moment-là, il faut que je lui donne les conditions. Les conditions, c'est quoi? Je vais faire une autoroute, un BOT. Je veux bien. Mais celui qui va venir chez moi va regarder le trafic chez moi, le pouvoir d'achat des gens, la qualité des voitures, l'entretien que je vais faire. Et donc, mon autoroute, elle se fera, mais elle se fera difficilement. Alors, il faudrait que l'État, dans ce moment-là, mette la main à la pâte ou alors que j'appelle l'investisseur extérieur pour qu'il vienne me la financer. C'est compliqué. C'est valable dans tous les secteurs. La difficulté que nous avons, c'est qu'au-delà du cadre juridique attractif, mais souvent ils sont très attractifs, ce n'est pas la question. C'est que nous avons une difficulté, c'est que nous n'avons pas les éléments nécessaires pour qu'une économie soit dynamique. Et pardon, si je suis sénégalais, je veux m'enrichir. Je veux m'enrichir d'abord avec un Guinéen, avec un Mauritanien. Je vais faire en sorte que le produit, les arachides que je développe chez moi, je les vende à mon voisin. Mais je les vendrai aux autres aussi, mais je vends d'abord à mes voisins. Quels sont les deux pays, les deux économies les plus dynamiques de la zone euro? C'est la France et l'Allemagne. Quels sont les échanges les plus importants? C'est entre ces deux pays-là. Si vous voulez vous développer, vous le développer avec votre voisin. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faille pas se développer avec les autres. Mais faites-le d'abord. Pardon. Tant que les États africains d'une taille moyenne, d'une économie moyenne, d'un niveau général moyen n'ont pas compris que les échanges entre eux sont salutaires pour qu'ils se développent, ils ne se développeront pas. Après, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire à chaque fois mieux que d'autres. Moi, je suis un passionné, décidément, M. dira que j'aime bien les dictateurs et que j'aime bien les économistes. J'aime bien le Rwanda. Et je considère que le Rwanda est, pour moi, un fanatique absolu du président Paul Kagame, qui n'est pas un grand démocrate, je vous le concède. Merci. Mais figurez-vous que parfois, je préfère l'ordre à la démocratie, je préfère la stabilité à la démocratie, le développement économique à la démocratie. Vous sacrifiez Je préfère les deux. Merci. Mais je préfère les deux. Mais si j'ai le choix impérieux entre les deux, je prendrai celui-là, il me développera l'autre après. Et donc, le président Kagame... Si la démocratie va mal, ça peut avoir des conséquences. Oui. Ce n'est pas le sujet. On peut, Gaziela peut absolument un jour nous donner une heure pour débattre ce sujet-là, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Et donc, je voulais juste dire... Oui. On laisse Djemal terminer. Je voulais juste dire qu'il est important qu'il y ait un cadre attractif au-delà des infrastructures qui sont importantes. Mais je pense que quand vous prenez certains pays comme le Maroc, il y a Casachor... C'est une grande démocratie, vous l'aurez compris, n'est-ce pas? C'est une monarchie. Vous avez une grande démocratie, vous l'aurez compris. C'est une monarchie. Vous aimez bien les démocraties, mais elles sont assez sélectives. Les Africains de ce point de vue-là sont extraordinaires. Ils aiment bien l'Arabie Saoudite, ils considèrent que c'est une grande démocratie, ils auront du mal d'un petit voisin. Je suis, figurez-vous, M. Jamal, je suis pour la clarté. Si on adopte la démocratie, ou alors on prend la monarchie. Alors, M. Kalogo, on va rester concentré sur les mesures. Je reviens. Il est important, beaucoup de pays émergents le font aujourd'hui, en créant les zones d'activité avec une fiscalité qui soit attrayante, attractive pour les entreprises internationales. Pourquoi les entreprises françaises délocalisent aujourd'hui en Inde ou dans d'autres pays? Parce que d'abord, il y a une bonne éducation, les gens sont formés, mais aussi, surtout, il y a un cadre fiscal. Il y a une main-d'œuvre bon marché. Il y a un cadre fiscal. Les Marocains l'ont compris, il y a Casachor, même au Kenya, une forme de Silicon Valley. En France aussi, il y a ça. Dans les quartiers difficiles, l'État, pour faire venir les entreprises, instaure un taux de fiscalité qui soit attrayant pour ces entreprises-là. Il est important que nos pays, pour le Mali, pour le Sénégal et pour les autres pays, qu'on crée des zones d'activité comme ça pour permettre à des entreprises. Parce que nous, on a d'abord la langue avec la France, on a la langue avec beaucoup de pays. Pourquoi délocaliser? Moi, j'ai posé ça à un chef d'entreprise. Pourquoi délocaliser en Inde et ne pas le faire au Sénégal ou dans d'autres pays? Mais il nous parle d'infrastructures, on l'a évoqué. Le niveau de main-d'œuvre, on l'a évoqué. Mais il y a le cadre fiscal aussi qui est important. Et donc, voilà, c'est ce que je... Alors, Djemal a une question à vous adresser. Allez-y, Djemal. Oui, M. Kaloko, le cadre fiscal, s'il était le seul suffisant, on serait des États heureux. Il n'y a pas Je n'ai pas dit ça. Attendez, il n'y a pas un pays sur notre continent qui n'a pas mis en place un cadre fiscal absolument
paradisiaques. D'ailleurs, nous avons inventé les paradis fiscaux. Oui. Mais nos paradis, apparemment, ne sont pas très attractifs parce que les gens n'y viennent pas. Nous avons tous créé des zones franches, les gens ne viennent pas. Ça veut dire que le problème n'est pas là, il est ailleurs. Et que si nous ne sommes pas capables de régler le problème, de le comprendre, nous n'allons pas le régler. La difficulté que nous avons, encore une fois, c'est qu'il faut que nous comprenions que nous avons un problème de qualité de main-d'œuvre. Ce que vous évoquez là sur l'Inde, il est valable chez nous. L'Inde attire parce qu'elle a le plus grand taux d'ingénieurs au monde. Elle a la main-d'œuvre la plus qualifiée au monde. Et c'est ça qui attire. Le niveau des salaires d'un ouvrier indien et d'un ouvrier malien n'est pas le même. Il est plus cher en Inde qu'au Mali. Donc ce n'est pas une question simplement de cherté de la main-d'œuvre. C'est une question, encore une fois, de qualification de la main-d'œuvre. Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement... Et donc ma question, puisque vous attendiez ma question, ma question c'est quel est le cadre fiscal que nous mettrions encore plus que les zones franches que nous avons mises en place pour que nous attirions les gens. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut que tous les pays créent des zones d'activité, des zones franches comme ça. Mais c'est un ensemble de... Mais tous les pays ne l'ont pas créé. Et quand je prends, par exemple, le Maroc, le Maroc, il y a une zone. Est-ce qu'il y a des zones là-bas? Peut-être qu'il y a des taux de fiscalité qui sont attractifs, mais ils n'ont pas créé des endroits... Au Maroc, il y a tout un endroit pour ça. C'est Gazachor, c'est Kabach. Vous allez en Inde, il y a des zones d'activité comme ça. Même en France, vous prenez la défense, ça regroupe plusieurs entreprises. Oui. Si je vous réponds sur le Maroc, vous allez aussi me dire que j'ai une obsession sur le Maroc et pourtant je sais que je ne l'ai pas. Je commence par dire que ce n'est pas une grande démocratie. Je commence par vous dire... Ça ne m'avait pas échappé. Si je commence par relativiser un tout petit peu l'impact économique que vous évoquez, vous allez me dire aussi que je suis en difficulté, exactement comme j'ai le problème à aimer les chefs d'État africains. Pardon, suffisamment de monde pour qu'ils ne les aiment pas, pour que je les aime un peu, ça aidera un tout petit peu à équilibrer, ça ne fait pas de mal. Je ne les déteste pas non plus. Même moi, je les aime pour certains, pas tous. La question pour moi n'est pas là, pour revenir à notre sujet. Pardon. Si nous voulons développer nos économies, et je l'ai dit depuis toujours et je vais le maintenir, commençons par faire des échanges entre nous. Commençons par avoir une main-d'œuvre qualifiée. Commençons par comprendre que si nous n'avons pas une école de bon niveau qui produit une main-d'œuvre de bon niveau et des cadres de bon niveau, nous n'allons jamais avoir une économie de bon niveau. Quand nous aurons compris, encore une fois, et ce n'est pas une question de langue ou de culture, on est d'accord sur le constat là, nous sommes suffisamment heureux sur notre continent pour ne pas aimer nos langues, ni nos monnaies, ni nos cultures, ce n'est pas le problème. En plus, nous n'aimons pas nos économies non plus. Donc comprenons cela et nous réglons les problèmes que nous avons. Nous, on est d'accord sur le constat, c'est tout un ensemble d'éléments. Moi, je n'ai pas fait un constat, moi j'ai fait une solution. Oui, mais on est d'accord sur ce qu'il faut faire. Il faut une infrastructure qui soit moderne, l'électricité, il faut de l'éducation, une bonne éducation pour former les futurs dirigeants du continent. C'est tout un ensemble d'éléments. Mais quand vous prenez la France, il y a des incubateurs, même la mairie de Paris construit des zones pour des start-up, tout un ensemble de bâtiments où les jeunes qui ont des projets, qui initient des projets. Il y a beaucoup de reparts aujourd'hui, des jeunes africains qui sont venus étudier ici, qui vont réussir aujourd'hui. Mais il faut qu'ils soient accompagnés. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour le retour de toute cette intelligentsia. Nous, on a envie de repartir au pays. Mais il faut que le pays mette aussi... On quitte des salaires souvent qui sont élevés ici pour aller, en tout cas, apporter notre pierre à l'édification d'une Afrique nouvelle, mais encore faut-il que nos dirigeants captent cette dynamique-là. C'est vrai, Djemal, qu'il y a cette question-là aussi, de mettre en place justement un cadre attractif pour la diaspora africaine qui souhaite retourner investir dans le pays. On peut difficilement accuser l'Afrique, l'Union africaine, de ne pas comprendre ça. Elle a même créé une région qu'elle appelle la 6e région diaspora. C'est-à-dire combien on a compris que les diasporas sont importantes. Et en effet, nous avons évidemment une richesse. Nous faisons partie de la diaspora, nous ici. Donc nous comprenons très bien que notre rôle, la responsabilité qui est le nôtre. Et je pense que les États de plus en plus le comprennent. Pardon, il y a un pays qui l'a suffisamment bien compris. Pardon d'être obsédé par le Rwanda, c'est le Rwanda. Les Rwandais ont bien compris, encore une fois, l'intérêt qu'ils peuvent tirer de la diaspora qui est la leur. Mais pas que le Rwanda. Le Cameroun est un pays qui le fait admirablement bien. La Guinée le fait de plus en plus. Et donc, les diasporas africaines commencent à être un vrai vecteur de l'économie. La Guinée a fait concrètement quoi?
le retour des... Que ce soit un retour volontaire, c'est une chose. Mais quelle initiative le pays a mis en place? Si vous voulez que nous fassions... Quelle initiative le pays a mis en place? Messieurs, s'il vous plaît, ce n'est pas la thématique du jour. Je vous remercie tous les deux. Merci pour toutes ces précisions. Je dis simplement... Si vous voulez qu'on parle de la Guinée... L'Union africaine a montré son efficacité sur bien de domaines. Que vous défendiez qui crée une 6e zone, c'est une chose. Mais je dis simplement, la mesure que je propose là, c'est que c'est les États individuellement pris. Parce que l'Union africaine, visiblement, ne fonctionne pas. C'est une institution qui est financée. Mais si elle peut sensibiliser sur le sujet... Je peux terminer? Ah, je vous en prie. Voilà, simplement. Donc, il faut que chaque État mette en place un cadre formel qui puisse permettre à tous ces jeunes, il y en a beaucoup qui peuvent se mettre au service de nos pays pour qu'on atteigne l'émergence le plus rapidement possible. Mais tel n'est pas le cas. Merci. Et ça, on ne peut pas plaider... la cause de nos... Merci, monsieur Kaloko. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.